Bonjour à tous et bienvenue ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire criminelle qui je pense va vous attrister autant qu'elle va vous choquer. Annie Lee a tout pour être heureuse dans la vie, une carrière passionnante, une vie épanouie aux côtés de celui qu'elle s'apprête à épouser. Les préparatifs du mariage sont lancés, le couple rêve d'une cérémonie unique et mémorable. De la sélection du lieu idéal à l'élaboration du menu, en passant par le choix de la robe de mariée et des alliances, chaque décision contribue à tisser la trame d'une journée qui promet d'être exceptionnelle. L'événement prévoit d'être inoubliable, sauf s'il n'a jamais lieu, car la future mariée disparaît mystérieusement 5 jours avant la date de ce qui devait être l'un des plus beaux jours de sa vie. Pire encore, à la date prévue pour son mariage, elle est retrouvée sans vie emmurée. Futur mari jaloux, admirateur secret ou crime crapuleux, qui a bien pu assassiner Annie Lee? Annie Lee naît le 3 juillet 1985 à San José en Californie aux États-Unis. Elle est d'origine américano-vietnamienne et est élevée par son oncle et sa tante. Annie est décrite par son entourage comme une femme merveilleuse, capable, je cite, d'illuminer une pièce par un simple sourire. C'est une femme rayonnante qui dégage énormément de joie de vivre. Durant toute sa scolarité, de l'école primaire au lycée, elle est une élève travailleuse et studieuse, toujours la première de la classe. Elle aime étudier et est décrite à l'unanimité par ses camarades comme étant potentiellement la future Einstein. La jeune femme est petite et menue, elle pèse un peu plus de 40 kilos pour 1,50 m, alors forcément elle adore porter des talons hauts et c'est un peu sa marque de fabrique. Quand on entend des petits bruits de talons qui approchent, tout le monde sait que c'est Annie qui arrive. Et Annie, elle a un rêve, celui de devenir une chercheuse renommée dans le domaine de la biologie. C'est tout naturellement qu'elle décroche, grâce à ses notes exceptionnelles, une bourse d'études de 160 000 $ pour étudier la biologie du développement cellulaire et de l'anthropologie médicale à l'université de Rochester, dans le nord de l'État de New York, où elle obtient son diplôme de premier cycle et plusieurs distinctions académiques. Grâce à ce parcours sans faute, elle intègre la très prestigieuse université de Yale à New Haven dans le Connecticut où elle prévoit d'obtenir son doctorat en pharmacie en 2013. Elle y mène des travaux de recherche au département de pharmacologie où elle évalue les effets d'une enzyme qui lutterait contre le cancer, le diabète, la dystrophie musculaire sur des souris de laboratoire. Côté cœur, au cours de ses années d'études à Rochester, elle rencontre Jonathan Widowski, avec qui elle se met en couple. Le jeune homme est un étudiant en physique appliquée et en mathématiques, actuellement donc à l'université de Columbia, située dans la ville de New York. Annie et Jonathan sont décrits par leurs proches comme vraiment des âmes sœurs. Ils prévoient de se marier le 13 septembre 2009. Mais comme vous allez bientôt le voir, le destin en aura malheureusement décidé autrement. Nous sommes le 8 septembre 2009. Annie se rend d'abord, comme à son habitude, au Sterling Hall of Medicine à Yale, où se trouve son bureau. Elle dépose quelques affaires, puis en ressort vers 10 h et se dirige à pied à 3 pâtés de maison au 10 rue Amistad, où elle est habituée à réaliser des expériences dans le laboratoire du bâtiment de recherche. Nous avons, comme vous pouvez le voir ici, des images de caméras de vidéosurveillance qui confirment son entrée dans le bâtiment. Et je précise, ce sera très important pour la suite, seules les personnes ayant un badge y ont accès. C'est un endroit extrêmement sécurisé, ce n'est pas n'importe qui peut y entrer, car c'est un laboratoire de recherche sur les animaux. Les recherches qui sont faites sont d'une extrême importance, avec des gros budgets qui sont alloués. Et puis, c'est un endroit de recherche sur les animaux. Et il y a déjà eu par le passé quelques incidents mineurs impliquant des militants pour les droits des animaux. Donc l'endroit est hautement sécurisé pour éviter tout incident.
Et on trouve aussi, donc comme je vous l'ai dit, énormément de caméras de vidéosurveillance un peu partout autour du bâtiment et de façon générale dans tout le campus de Yale qui est très sécurisé. Le soir venu, Annie n'est toujours pas rentrée chez elle. Ses colocataires sont inquiets car la jeune femme de 24 ans ne répond à aucun de leurs appels téléphoniques et ce n'est pas dans ses habitudes. Vers 21h, toujours sans nouvelles d'Annie, ils décident de contacter la police du campus afin de déclarer sa disparition. Les autorités prennent tout de suite la disparition d'Annie Lee au sérieux. Ils se rendent au lieu de travail d'Annie Lee, ils visionnent l'enregistrement de vidéosurveillance et c'est là qu'ils remarquent un fait particulièrement troublant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils voient qu'Annie est bien entrée dans le bâtiment de la rue Amistad le matin, mais il semble qu'elle n'en soit jamais ressortie. Ils vérifient les issues. Elle n'est partie ni par la porte de sortie, ni par les issues de secours, ni par le parking. Elle est entrée, mais on ne l'a jamais vue sortir. Les enquêteurs apprennent aussi que, étrangement, le jour même de la disparition de la jeune femme, une alarme à incendie s'est déclenchée à 12h40 précise, entraînant l'évacuation de tout le personnel et les étudiants qui étaient dans ce bâtiment. Alors, pour rassurer un peu les proches d'Annie, ils émettent l'hypothèse qu'Annie serait peut-être repartie à ce moment-là, mais qu'en raison du grand nombre de personnes évacuées, elle se serait peut-être mélangée à la foule. Je rappelle qu'Annie est assez petite, 1,50 m, donc ça expliquerait qu'on n'ait pas pu l'identifier facilement sur les images de caméras de vidéosurveillance. Parallèlement, les policiers interrogent aussi les personnes qui travaillent au laboratoire. Tout le monde s'accorde sur un point. Annie est bienvenue ce matin, vers 10h, mais personne ne sait ce qu'elle a fait par la suite. Les enquêteurs fouillent le laboratoire de recherche et retrouvent l'ordinateur portable, le portefeuille et le téléphone portable d'Annie qui, elle, restent introuvables. Son fiancé, Jonathan, et la famille d'Annie, vivant en Californie, se rendent directement à New York dès qu'ils apprennent la nouvelle de sa disparition. À seulement 5 jours de son mariage, la jeune femme semble s'être totalement volatilisée. Étudiants et enseignants du campus sont de plus en plus inquiets du sort de la jeune femme. Et l'université de Yale est très impliquée aussi dans cette recherche, puisqu'il s'engage à offrir une récompense de $10 000 pour toute information menant à l'endroit où se trouve Annie. Rapidement, on a aussi les médias de tous les États-Unis qui s'emparent de l'affaire, qui se diffusent du coup à l'échelle nationale. Il faut dire qu'une future mariée qui disparaît mystérieusement à quelques jours de son mariage, eh bien c'est un sujet qui fait vendre, au point qu'on a même des camions de télévision qui s'installent carrément sur le campus, à l'affût du moindre scoop, de la moindre nouvelle au sujet d'Annie. Les étudiants et les enseignants sont quant à eux anxieux et un peu paranoïaques aussi quant à leur sécurité, se mettant à imaginer qu'il y a peut-être un fou furieux qui s'amuse à enlever des personnes sur le campus de Yale. La piste criminelle n'est pas tout de suite privilégiée par les autorités. Les enquêteurs se demandent dans un premier temps si, face au stress du mariage et des responsabilités que ça implique, Annie n'aurait tout simplement pas eu peur et décidé de disparaître volontairement, de fuir en fait tout ce stress du mariage. L'entourage de l'étudiante ne croit pas du tout à cette théorie parce que, bien au contraire, Annie, elle avait hâte d'épouser Jonathan, l'homme qu'elle aime. Ça ne colle absolument pas, ni avec son caractère, ni sa personnalité. Mais alors, serait-il possible qu'Annie soit en danger ? À ce moment-là, il y a un élément qui attire l'attention des enquêteurs. Il faut savoir que quelques mois avant la disparition d'Annie, elle avait écrit un article pour le magazine du campus de la Yale Medical School, et le titre de l'article les intrigue. Il s'intitule « Crime and Safety in New Haven » « Crime et sécurité à New Haven ». Un article dans lequel elle traite de la sécurité sur le campus de l'université de Yale. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce que Annie se sentait-elle
en danger au point de vouloir se livrer dans un article de journal. Alors ne sachant pas comment interpréter cette information tout de même troublante, le 12 septembre, des enquêteurs du FBI, appelés en renfort par le service de police de Yale, se rendent au laboratoire de recherche rue Amistad pour fouiller cette fois le bâtiment de fond en comble. Et ils y mettent vraiment les moyens, parce que c'est quand même plus de 100 agents d'investigation qui perquisitionnent et fouillent le bâtiment dans ses moindres recoins. 100 agents, c'est quand même énorme. Et quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils découvrent avec stupeur des vêtements ensanglantés que vous pouvez voir sur les images, dissimulés au-dessus d'un faux plafond. À ce moment-là, avec cette preuve qui est trouvée, l'enquête prend alors un nouveau tournant et le bâtiment devient officiellement une scène de crime. Le lendemain, une odeur nauséabonde commence à se propager dans le sous-sol de la salle de laboratoire, la salle G13. Et cette odeur, les enquêteurs qui sont aguerris l'identifient immédiatement comme celle d'un cadavre en décomposition. C'est alors qu'en ce jour du 13 septembre 2009, les chiens renifleurs de cadavres découvrent le corps emmuré de la jeune femme. Oui, le 13 septembre, c'est aussi ce fameux jour où Annie était censée avancer devant l'autel et dire oui à Jonathan, celui qui devait devenir son époux. Les os d'Annie ont été brisés, ses articulations disloquées par le meurtrier qui a dû mobiliser toutes ses forces pour la tasser afin de la dissimuler dans la minuscule cloison d'un mur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Voilà ce que déclarera le président de l'université de Yale. Il est de mon devoir tragique de signaler que le corps d'une femme a été retrouvé dans le sous-sol du bâtiment Amistad en fin d'après-midi. L'identité de la femme n'a pas encore été établie. Les responsables de l'application de la loi restent sur les lieux. Il s'agit d'une enquête active et nous espérons qu'elle sera résolue rapidement. Un policier déclarera aussi au New York Post. Le tueur l'a écrasée là-dedans. Elle était comme de la bouillie. Elle était tellement brisée que vous ne pouviez pas la reconnaître. L'autopsie permettra d'identifier formellement Annie Lee et selon le médecin légiste, l'étudiante aurait été tuée par asphyxie après avoir été agressée. Le tueur aurait tenté d'abuser de la jeune femme et pendant l'agression, il lui aurait même brisé la mâchoire et la clavicule. Probablement que la pauvre Annie s'est débattue de toutes ses forces et a tenté de se battre pour sa vie. Il aurait ensuite étranglé à mort avant de la dissimuler derrière la cloison d'un mur du laboratoire situé au sous-sol dans cette fameuse salle G13. Comme dans toute affaire criminelle, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage personnel et professionnel de la victime. Ils commencent dans un premier temps à se renseigner sur la relation entre Jonathan et Annie. Ce couple parfait en apparence, l'était-il vraiment ou y avait-il une ombre au tableau ? Alors Annie et Jonathan se sont rencontrés durant leurs années d'études à Rochester. Puis Jonathan, lui, a poursuivi ses études de doctorat à Columbia et Annie est partie étudier à Yale. De ce fait, leur relation s'est transformée en relation à distance, mais ce qu'il en ressort, c'est que le couple reste tout de même très soudé malgré la distance qui les sépare. Quand Jonathan a demandé Annie en mariage, il faut savoir qu'elle ne lui a pas répondu tout de suite. Elle a pris quelques jours de réflexion. En fait, elle avait des doutes, car elle jugeait Jonathan encore trop jeune pour se marier. Ensuite, elle en a parlé à une amie proche qui l'a rassurée à ce sujet, et c'est comme ça qu'Annie a finalement accepté d'épouser Jonathan. Leur relation est passée au crible. Les enquêteurs épluchent l'emploi du temps du jeune homme, son alibi est fiable. Il était très loin du campus de Yale au moment de la disparition de sa fiancée. Il n'a absolument aucune raison de vouloir faire de mal à Annie. Il l'aimait vraiment et sincèrement. Le jeune homme a le cœur brisé depuis la nouvelle de la mort d'Annie et donc il est rapidement mis hors de cause. Côté professionnel, il en ressort la même chose. Annie était une personne qui ne semblait pas avoir d'ennemis. Elle était une employée modèle, appréciée de tous. Appréciée de tous, enfin presque. Car il y a un employé de laboratoire qui s'est montré particulièrement dur avec Annie. Cet employé, un certain Raymond Clark, surnommé Ray, âgé de 24 ans, travaille comme technicien de laboratoire et s'occupe des animaux rue Amistad. Il est connu pour être particulièrement sévère et strict quant à la propreté du laboratoire
et il s'emporte facilement contre les étudiants qui quittent le labo en le laissant sale après avoir fait leurs expériences scientifiques. Car Ray se retrouve alors obligé de tout nettoyer à la place des étudiants avant de partir. Bon, honnêtement, de ce côté-là, je pense qu'on peut comprendre Ray. C'est une question de responsabilité et de respect du personnel. Quand on travaille, qu'on met le bazar, la moindre des choses, c'est de ranger avant de partir. Ça me semble quand même évident. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu un petit incident entre Ray Clark et Annie Lee. Cette dernière aurait un jour malencontreusement oublié de nettoyer des cages à souris avant de quitter le labo. Et elle aurait reçu un email très virulent de la part de Ray à ce sujet. Même si l'incident semble anecdotique et sans importance, voilà, on remarque quand même que Ray apparaît plusieurs fois sur les caméras de vidéosurveillance ce jour-là, à l'entrée dans le bâtiment. On le voit aussi dans les images qui le mènent au sous-sol du laboratoire. On le voit aussi sortir au moment de l'alarme incendie. Bon, après tout, ce n'est pas très suspect puisqu'il travaille dans le bâtiment, donc c'est normal qu'il soit un peu partout. Les policiers prélèvent l'ADN de Ray pour le comparer à l'ADN trouvé sur le corps d'Annie. Après tout, ils pourront au moins le rayer de la liste des suspects et passer à quelqu'un d'autre. Sauf que c'est tout l'inverse qui se passe. Parce que l'ADN retrouvé sur le corps d'Annie, sur ses vêtements, sur le sang d'Annie, matche parfaitement avec l'ADN de Ray. Et est officiellement accusé du meurtre d'Annie Lee. Il est placé en détention provisoire dans la prison de haute sécurité de Suffield, dans l'état du Connecticut. Sa caution est fixée à 3 millions de dollars. Au départ, Ray Clark plaide non coupable. Mais face aux preuves qui le désignent responsable et pour éviter d'arriver au procès où il risque une peine bien plus lourde, il finit par plaider coupable et est condamné pour meurtre à une peine de 44 ans de prison ferme. Concernant l'accusation de tentative d'agression, donc d'avoir tenté d'abuser d'Annie avant de la tuer, il va utiliser ce qu'on appelle le plaidoyer d'Alford. Concrètement, le plaidoyer d'Alford permet à l'accusé de dire « Ok, j'estime que vous avez suffisamment de preuves pour m'accuser d'un fait, j'accepte que vous me reconnaissiez coupable, mais sans pour autant que j'admette que je suis coupable. » En gros, pour faire simple, il dit « Je plaide coupable parce que vous avez suffisamment de preuves contre moi, mais malgré tout, je veux pouvoir continuer à clamer mon innocence. » Donc c'est un concept un peu anglo-saxon, mais ça existe et c'est ce qu'il a utilisé, donc ce plaidoyer d'Alford. Revenons donc à Ray, qui normalement sera libéré en 2053 à l'âge de 70 ans. Durant l'audience, Ray Clark semble montrer des signes de regret, sincère ou pas, on ne sait pas trop, mais il déclare en larmes à la famille de la victime « Je suis le seul responsable de la mort d'Annie Lee et de causer une douleur énorme à tous ceux qui ont aimé et se souciaient d'Annie. J'ai pris une vie, j'ai continué à mentir à ce sujet pendant que les amis et la famille, le fiancé d'Annie, s'asseyaient et attendaient. Je suis désolée d'avoir menti, je suis désolée d'avoir ruiné des vies, je suis désolée d'avoir pris la vie d'Annie Lee. » Viviane Van Lee, la mère d'Annie, émeut quant à elle profondément l'assemblée en prononçant les paroles suivantes. « Je n'embrasserai plus Annie. Le monde ne saura jamais ce qu'elle avait à offrir. Je ne la verrai jamais marcher dans l'allée. Je ne tiendrai jamais mes petits-enfants. » Il faut savoir que depuis le meurtre d'Annie, l'université de Yale a pris des précautions supplémentaires. Désormais, toute personne qui postule pour travailler au sein du campus fera systématiquement l'objet de recherches poussées concernant ses antécédents criminels. Alors même si la mesure semble a priori intéressante, il faut savoir que concernant Ray Clark, ça n'aurait pas pu empêcher le meurtre d'Annie Lee puisque à l'époque de son embauche, il n'avait aucun antécédent judiciaire. C'en est la preuve qu'on a beau parfois vouloir prendre toutes les précautions possibles et imaginables, et c'est tout à fait louable, on est rarement capable de prédire un passage à l'acte chez une personne qui semble en apparence bien sous tout rapport. Parce que concernant la personnalité de Ray, les personnes qui l'ont côtoyé ont des avis mitigés à son sujet. Tantôt, il est décrit comme un homme très agréable, très amical. Tantôt, il est dépeint comme un homme cruel, manipulateur, un maniaque du contrôle. D'ailleurs, en 2003, une ancienne copine de lycée
avait plusieurs fois appelé la police au sujet du comportement inquiétant de Ray. Il était devenu menaçant avec elle lorsqu'elle lui a annoncé vouloir rompre avec lui à cause de ses accès de colère et des violences qu'il lui faisait subir. Malheureusement, par peur de représailles, l'adolescente avait refusé à l'époque de porter plainte. Malgré la condamnation du meurtrier, il reste des zones d'ombre dans cette affaire, notamment le mobile du meurtre et la façon dont s'est déroulé le crime. Sur ces 2 points, Ray reste totalement muet et se refuse à donner des explications aux proches d'Annie. Plusieurs hypothèses ont été évoquées, notamment dans un livre. Peut-être Annie aurait refusé les avances de Ray, ou alors que Ray était jaloux d'Annie, qui avait une carrière prometteuse, qui avait un avenir prometteur, qui s'apprêtait à épouser l'homme qu'elle aime, contrairement à lui, qui était voué à rester technicien de laboratoire, un travail qu'il jugeait peut-être peu gratifiant à ses yeux. Ou alors, Annie aurait pu mal nettoyer une cage à souris, et cette fois, Ray, plutôt que de lui envoyer un mail, aurait laissé exploser sa rage sur la jeune femme. Le motif racial a aussi été évoqué, bien que ça me semble improbable, mais bon, ça a été évoqué quand même puisqu'Annie était d'origine asiatique, vietnamienne plus précisément. Bref, comme vous le voyez, beaucoup de théories, mais aucune certitude, ce qui est aussi particulièrement dur et douloureux pour l'entourage de la jeune femme, car comment faire son deuil quand il reste encore tant de questions essentielles sans réponse ? C'est sur cette phrase que je finis de vous raconter la terrible histoire d'Annie Lee. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si c'est le cas, je vous encourage à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur le mobile du crime. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, et puis que vous me disiez aussi si pour vous la peine de 44 ans de prison, est-ce qu'elle est correcte ou est-ce que Ray aurait mérité beaucoup plus d'années derrière les barreaux. Je vous invite aussi à vous abonner pour encore plus de contenu True Crime. Quant à moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire criminelle. Et n'oubliez pas de rester toujours sur vos gardes. À bientôt.